Bonjour. Au sein de cette nouvelle matière du CRFPA qu'on appelle le droit international et européen, on trouve une matière qui est le droit international privé, qui était déjà une matière qui était inscrite au concours avant la réforme. Alors le droit international privé, il a mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation parce qu'on dit souvent qu'il est très abstrait et qu'il est très technique. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il ne soit pas technique. C'est vrai que ces méthodes sont assez différentes des autres branches du droit, qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à découvrir, mais ce sont des concepts qui peuvent s'expliquer de manière simple et qui peuvent parfaitement se maîtriser quand on a un enseignant face à soi qui a l'expérience d'expliquer la matière et d'y amener progressivement et en douceur ses étudiants. Et puis, c'est une matière qui est absolument passionnante. Elle est peut-être très légèrement technique, mais elle n'est pas abstraite et désincarnée pour autant. On étudie en droit international privé tout un tas de choses très intéressantes et qui ont une incarnation parfaitement réelle, notamment en droit international privé de la famille. Prenons, si vous le voulez bien, l'exemple de la gestation pour autrui, l'exemple de la GPA. Alors on sait qu'elle est complètement interdite en droit interne, mais on sait aussi que du coup ce qui se passe, c'est que les couples infertiles, pour une raison ou pour une autre, soit couple homosexuel, soit couple hétérosexuel avec des problèmes de fertilité, du coup se rendent à l'étranger, dans des pays où c'est autorisé, mènent une GPA à son terme et reviennent ensuite en France avec les enfants. Et toute la question est de savoir est-ce que l'ordre juridique français reconnaît la filiation entre l'enfant et ses parents, qu'on appelle des parents d'intention. Est-ce que l'ordre juridique français va accepter de retranscrire l'état civil, c'est-à-dire la filiation juridique de cet enfant né de GPA, dans les registres français de l'état civil, ce qui donne une consistance juridique à ce lien de filiation à l'intérieur de l'ordre juridique français. Et c'est une question qui est extrêmement complexe sur un plan juridique et extrêmement intéressante et qui est en plein centre d'un débat de société extrêmement dynamique encore à l'heure actuelle et dont on n'est probablement pas parti pour voir la fin dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est encore quelque chose qui va vous servir pendant longtemps. Eh bien, en droit international privé notamment, on étudie cette question de la GPA et sous son angle international. Donc quelque chose qui peut vous servir non seulement pour passer le concours en droit international privé, mais en plus quelque chose qui peut vous servir lors de l'épreuve de liberté fondamentale au grand oral, quelque chose qui peut vous servir aussi à débattre dans le champ politique avec vos amis, avec votre famille, etc., etc., parce que vous connaîtrez les raisons techniques sur lesquelles se fonde la jurisprudence. La toute dernière jurisprudence est une jurisprudence de la CEDH. On a eu une jurisprudence interne de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, ce qui donne une idée de l'importance de la question. C'est une décision, j'allais dire, en fait, c'est deux décisions. Ce sont deux décisions qui ont été rendues le 3 juillet 2015, mais on a depuis un arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, et là encore, vous voyez qu'on a affaire à la formation la plus solennelle, c'est souligner l'importance qu'a la question, qui a été rendue, cet arrêt de grande chambre, dans une affaire Paradiso et Campanelli contre Italie, le 24 janvier 2017. Alors, cette décision, que dit-elle? Cette décision, elle s'intéresse à la situation d'un couple de parents d'intention de nationalité italienne qui sont allés en Russie pour conclure une convention de gestation pour autrui et sont revenus en Italie après la naissance de l'enfant en 2011 avec cet enfant, ce fils, pour tenter de mener une vie de famille en Italie avec cet enfant. Et alors, réaction des autorités italiennes a été de leur retirer l'enfant et de le placer pour adoption en considérant que l'illégalité de la situation des parents et en plus l'absence de lien génétique entre les parents et l'enfant faisait que l'enfant devait être considéré comme abandonné et placé pour adoption. Et alors, les deux parents étaient les deux requérants dans cette affaire Paradiso et se plaignaient d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Violation de l'article 8 sous deux angles. L'article 8, c'est à la fois le droit à une vie privée et le droit à une vie familiale normale. Alors, sous l'angle de la vie familiale, la Grande Chambre a dit qu'il n'y avait pas de vie familiale, contredisant ainsi
l'une de ces chambres qui, en 2015, dans la même affaire, avait dit qu'au contraire, il y avait potentiellement vie familiale et avait conclu à ce que, malgré le fait qu'il y ait eu une ingérence dans la vie familiale, en fait, elle n'était pas illégitime ni disproportionnée et que, du coup, le comportement des autorités italiennes était acceptable. La Grande Chambre ne dit pas la même chose. Elle dédie donc cet arrêt de 2015 et elle dit qu'il n'y a pas de vie de famille. Il n'y a pas de vie de famille pour trois raisons qui se combinent, trois facteurs qui se combinent pour expliquer qu'il n'y a pas de vie de famille. La cohabitation entre les parents et l'enfant était relativement brève, elle n'a duré que 8 mois. La situation des parents était illégale, ils se sont délibérément placés dans l'illégalité. Et du coup, la précarité juridique de leur situation leur est reprochée à la fois par les autorités italiennes et finalement par la Grande Chambre de la CEDH. Donc, rappelez-vous, les requérants sont les parents. On ne reproche pas à l'enfant l'instabilité de sa situation, on reproche aux parents de s'être placés dans une situation illégale. Troisième facteur pris en compte pour dire qu'il n'y a pas de vie familiale entre les parents et l'enfant, c'est l'absence justement de lien génétique entre les parents et cet enfant, puisqu'apparemment l'enfant avait été conçu avec des gamètes qui n'étaient ni ceux de la mère ni ceux du père. Donc pas de vie familiale. Par contre, il y a bel et bien une vie privée qui a bel et bien été fait l'objet d'une ingérence de la part des autorités italiennes, mais pour autant il n'y a pas violation de l'article 8 parce que cette ingérence était à la fois légitime et proportionnée. Légitime, pourquoi cette ingérence dans la vie privée des parents? Légitime parce que le but défendu par les autorités italiennes est un but d'intérêt général, le respect d'une réglementation d'ordre public, la protection des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça, c'est la légitimité de cette ingérence de la part de l'État italien dans la vie privée des parents. Et en plus, c'était une intervention proportionnée, justement parce que la brièveté de la vie commune entre les parents et l'enfant menait les experts à conclure, les experts qui avaient été consultés par les juridictions italiennes et les autorités italiennes, à conclure qu'il n'y aurait pas de psychotraumatisme grave pour l'enfant dont il ne pourrait pas récupérer et que du coup l'intérêt supérieur de l'enfant penchait plutôt dans le sens de le placer pour adoption que dans le sens de le laisser avec ses deux parents d'intention qui n'avaient aucun lien génétique avec lui. Du coup, on débouche sur un arrêt de la Grande Chambre qui nous dit « dans cette circonstance particulière, il n'y a pas de vie familiale à protéger et même s'il y a ingérence dans la vie privée des parents et des seuls parents, pour autant, elle n'est pas illégitime et elle n'est pas disproportionnée. » Mais vous comprenez bien avec cette explication que dans des situations ne serait-ce que très légèrement différentes, on pourrait avoir des résultats différents, particulièrement à partir du moment où on a un lien génétique entre les parents et l'enfant, on n'est plus du tout dans cette affaire Paradiso. On pourrait très facilement imaginer que la CEDH, s'il y avait lien génétique entre les parents et l'enfant, trouverait qu'il y a une vie familiale à protéger. Déjà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, s'il y a un lien génétique entre les parents et l'enfant, on tombe sur une autre jurisprudence de la CEDH, qui est une double jurisprudence de juin 2014, les affaires Ménesson contre France et Labassé contre France, où cette fois-ci, il y a eu violation par les autorités françaises de l'article 8, non pas vis-à-vis des parents, mais vis-à-vis des enfants, on a violé la vie privée des enfants sous l'angle de leur droit à une filiation qui fait partie de leur droit à une identité, qui fait partie de leur droit à une vie privée. Et donc, à partir du moment où il y a lien génétique entre l'enfant et les parents, la reconnaissance par l'État du lien juridique qui finalement n'est que le reflet de la réalité génétique à l'intérieur de la famille est une obligation pour l'État. On sort de la marge d'appréciation et on entre dans une situation où l'État est forcé de reconnaître le lien de filiation, mais non pas parce qu'on violerait la vie privée des parents, mais parce qu'on violerait la vie privée de l'enfant lui-même. Et donc vous voyez, on est dans des jurisprudences qui interagissent, qui sont subtiles, qui tiennent à des éléments très factuels qu'il faut prendre en compte. Et encore, je vous épargne là l'analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est extrêmement complexe et qui change de fondement d'une année sur l'autre, et en plus la jurisprudence des juridictions administratives qui, elles aussi, sur le plan interne, ont un titre à se mêler indirectement de gestation pour autrui, notamment au niveau de la délivrance des documents de voyage, des passeports, le franchissement des frontières par l'enfant, etc., etc. Donc c'est un débat absolument passionnant, c'est un débat qui a un reflet au niveau
juridiques avec des choses qui sont assez techniques et qui peuvent vous servir non seulement à l'examen, mais au-delà de l'examen, comme je vous expliquais. Donc, dire que le droit international privé, c'est quelque chose de technique, ça n'est pas illégitime. Par contre, dire que le droit international privé, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, qui ne s'applique pas à des situations qu'on peut comprendre, c'est quelque chose qui est complètement abusif de dire. Et du coup, je vous invite cet été à travailler cette matière avec moi et à découvrir un certain nombre d'applications comme ça et à partir d'exemples, au maximum d'exemples concrets pour rendre effectivement des théories qui pourraient sembler un petit peu abstraites beaucoup plus simples à comprendre pour vous aider à dominer ce problème de droit international privé et à avoir le succès que vous méritez à l'examen.